Bonsoir. Au football, l'arbitre est un sportif à part entière, spécialiste des lois de jeu, chargé de veiller à leur application pour la sécurité des joueurs et la régularité de la compétition. Chez nous, les arbitres sont actuellement mêlés à la grosse polémique qui secoue le milieu du football local. Un feuilleton interminable autour d'une candidature à la présidence de la FIF, Fédération ivoirienne de football. Roland Danon, membre de l'AMAFSI, l'amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire, sera tout à l'heure sur ce plateau. Avec lui, nous parlerons de l'amicale et du rôle qu'elle joue dans cette affaire qui bouscule tout le football ivoirien. Que ce soit pour prendre la tête de la FIF ou le sommet de l'État, l'appel aux urnes est souvent un facteur de friction ou même de division. Pourquoi les élections sont-elles aussi confligènes en Afrique? Nous reviendrons sur cette question dans notre petit débat. Analyse pertinente, décryptage de l'information, l'actualité comme vous l'avez toujours souhaité, c'est dans le Live Talk. Bienvenue. Qu'est-ce que je suis content de retrouver Mazoué Team. Il y a eu un week-end sans vous, même un long week-end depuis jeudi. Vendredi, vous aviez rendez-vous avec l'équipe du Life Weekend, Connie et sa bande de filles, je crois que ça s'appelle les Girls. Les girls. Ah, c'est sympa ça. C'est ça. Mais on est content d'être en votre compagnie, on est content de vous retrouver. Et c'est du lundi au jeudi, le Live Talk, à partir de 20h, entouré par les meilleurs chroniqueurs. Et je commence par monsieur Serge Kouachi qui est à ma gauche. Bonsoir Brice. C'est sûr que le week-end était bien. Je ne parlais pas de campagne ce soir pour Ayana Hassi. Mais là, je remarque que vous avez changé de coiffure. Oui, la nouvelle coupe. Ouais. Voilà. D'accord. Edith, J'aurais pu continuer. J'aurais pu continuer sur ça. Elle vous va très bien. Elle vous va très bien. Voilà. Mais c'est pas parce que j'ai rien dit. Donc ça peut. Non, ça va très bien. Edith Broubleu est en noir. Black Lives Matter. Yeah, Également, avec une nouvelle coiffure. Non, tu as commencé, il faut que je continue. Oui, tu n'aimes pas faire remarquer ma coiffure. Si, avec une nouvelle coiffure aussi. Ah oui, il faut bien terminer. Très bien. Je me suis rendu compte que c'était pas une bonne voie. Et puis, on commence par la coiffure. Je commence par la coiffure. Et aussi avec une très belle coiffure, Sophie Aïda, toute nouvelle coupe. Bonsoir Sophie. Hello Brice, Hello, ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais, le sunshine, très bien. En tout cas, avec vous, nous allons commenter l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est tout de suite, on démarre avec notre Live Actu, le vrai. Notre tour de l'actualité d'ici et d'ailleurs dans le Live Actu que nous entamons par la politique avec un schéma aux trois grands qui est en train de se dessiner. Sophie. Absolument, c'est très probable. Je pense que je vais laisser la parole aussi à Sophie. Non, j'ai dit Sophie. D'accord. C'est plutôt Edith. Allez-y. Oui, c'est très probable. Je pense qu'on est en train d'assister à la sortie du prochain blockbuster de la politique ivoirienne. Il y a eu beaucoup de mouvements ce week-end au niveau des trois grands partis. Donc tout d'abord, avec les nombreux appels et sollicitations du camp RHDP qui réclame à corps et à cri et avec insistance la candidature du président Alassane Ouattara pour la prochaine élection présidentielle. Il y a eu également le numéro 2 du gouvernement ivoirien, Ahmed Bakayoko, le ministre Ahmed Bakayoko, qui s'est exprimé samedi au siège du parti pour réclamer également sa candidature. Les choses semblent vraiment se préciser au niveau du RHDP. Au niveau du PDCI, on a une nouvelle qui est tombée ce soir. Henri Konan Bédié, à l'issue de la convention de ce week-end, a obtenu près de 99% des voix lors de cette convention, un score sans appel. J'ai une pensée aussi, quand même. Exact, stalinien quand même. J'ai une pensée également pour Kakabé qui était sur notre plateau ce mercredi. J'espère qu'il va pouvoir récupérer ses 25 millions en termes de remboursement. Je suis un commentaire. Et enfin, on a au niveau du FPI, Afi Nguessan et Laurent Gbagbo qui se positionnent également pour l'élection présidentielle. Le candidat du FPI sera connu le 1er août 2020. Donc on reste à l'écoute. N'oublions pas également qu'en plus de ces trois grands qui sont en train de se positionner pour l'élection présidentielle. On a aussi d'autres candidats et d'autres prétendants à l'élection présidentielle, dont Marcela Montanon qui s'est déclarée. On a également Marie-Karine Blady, qui était également sur notre plateau. Françoise Kodjis Ofomu, qui également a annoncé sa candidature ce week-end. Jean-Yves Dibopieux également et Guillaume Soro.
D'accord. On a tout de même 2 femmes, hein, Oui, quand même. Et j'ai l'impression qu'on aura une 3e femme. pour la joie des féministes. D'accord. Serge et moi, je pense qu'on va s'abstenir de commentaires et Tout à fait. basculer sur le prochain sujet. C'est Ryan Assi qui nous parle d'un autre sujet qui délie les langues, c'est le non-respect des mesures barrières lors de certains rassemblements politiques dont Edith parlait Oui, tout à l'heure. comme tu dis, ce week-end, on a assisté à une série de rassemblements à l'intérieur du pays et à Abidjan. Donc d'abord, c'est à Daloa le samedi dernier où près de 10 000 militants du RHDP ont marché pour appeler le président Alassane Ouattara à se présenter comme candidat pour un 3e mandat. Même scénario à Korogo, où près de 4 à 5 000 personnes se sont aussi réunies, ont fait la même marche pour la même cause. Et puis à Abidjan, on va dire que ce sont les femmes du RHDP qui, elles, se sont réunies pour rendre un hommage à Amadou Gon Coulibaly, toujours au Palais de la Culture. Et puis, elles ont profité justement de l'occasion pour appeler le président aussi à se présenter pour un nouveau mandat. D'accord. J'ai envie de dire, point commun à tous ces rassemblements, ce que vous avez noté. Non-respect des mesures barrières, et c'est déplorable, d'autant plus que le gouvernement avait annoncé renforcer les contrôles de sécurité quant à l'application justement de ces règles-là. Renforcer les sanctions. Renforcer les sanctions, C'est justement. même de la sensibilisation à la répression cette fois. Et on s'attendait justement à avoir un exemple qui vienne justement de ces partis politiques-là, et on se rend compte que c'est tout de même le contraire. On a eu aussi le cas du PDCI lors de la Convention également. C'est ça. Ils ont peut-être été sanctionnés, on ne sait pas. Sanctionné ou pas, je pense qu'il ne fallait même pas initier de telles mobilisations, d'autant plus qu'à Korogo, le maire de la commune a même salué cette mobilisation qu'il disait exceptionnelle. Donc, Elle est, en tout cas, très franchement, elle est exceptionnelle. Mais bon, après, c'est difficile aussi. De toutes les façons, on est en train d'aller vers des campagnes présidentielles. Oui. Alors, soit on fait le choix de carrément repousser cette date-là pour permettre justement d'y voir plus clair en ce qui concerne les mesures sanitaires, soit on fait le choix d'y aller et quand on y va, difficile de faire campagne avec le respect des mesures barrières. le souci, c'est qu'aujourd'hui, le domaine de la culture s'en plaint, parce qu'on dit, si on peut avoir de tels rassemblements... Non, mais le palais de la culture est ouvert. Oui, mais les rassemblements sont toujours limités. Hein. Les concerts, les matchs de foot. Voilà, c'est ouvert pour... Donc, Les rassemblements sont limités à combien de personnes? Si des consignes 50? s'appliquent pour les uns, ça doit s'appliquer pour les autres. 50. Je regardais sur Willy, il paraît qu'ils étaient 49 aujourd'hui. donc. Ouais. Non, 43. 43 À 49, hein. Ah, ou 43, avec je- 1 mètre de distanciation entre D'accord. chaque personne. En tout cas, moi, je considère et je retiens que le palais de la culture est ouvert. D'accord. Alors, je peux vous dire qu'un mètre de distanciation dans ces marches-là, on n'a pas pu voir ça. Hein. C'était pas... T'avais la moitié des personnes qui n'avaient pas de masque. Aucun respect des mesures barrières. D'accord. Bon, on va passer à un autre sujet. Et puis, c'est pas tous les jours, hein, d'ailleurs, qu'on... Mais ça va s'amplifier. Pardon? Ça va s'amplifier, là. Vous pensez? Oui. Avec les campagnes qui arrivent, les Oui, c'est exactement ce qu'on disait. Bon, est-ce que je peux passer au prochain sujet, s'il vous plaît? Merci. Et à propos du prochain sujet, je disais, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de célébrer un anniversaire sur ce plateau. On va le faire même de façon exceptionnelle. Après, il y en aura certainement d'autres. Ce soir, c'est l'anniversaire de l'Abidjanaise. Eh oui, l'Abidjanaise a 60 ans. Ouais. Voilà, l'Abidjanaise a 60 ans et on la célèbre sur ce plateau et on l'a célébré toute cette journée en Côte d'Ivoire. Ce qu'il faut savoir, pour la petite histoire en ce qui concerne l'Abidjanaise, c'est que comment est-ce qu'elle est venue au monde, comment est-ce qu'elle a été créée? Elle a été créée à l'issue d'un concours qui a été lancé en 1959 par le président Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme. Et ce concours-là a été remporté par Pierre-Marie Coty, à l'époque enseignant de latin et de français, et prêtre également, jeune prêtre, et l'abbé Pierre-Michel Pangot, qui lui est le compositeur, Pierre-Marie Coty étant celui qui a écrit les paroles. Donc, ils ont gagné ce concours-là, ils ont créé l'Abidjanaise. Il était dit, en tout cas en ce qui concerne la musique, elle avait été créée sur la base de la Marseillaise. D'ailleurs, la similitude entre Marseillaise, Abidjanaise, Marseille, Abidjan. même si Abidjan n'est aujourd'hui la capitale économique du pays, mais ça reste toujours l'Abidjanaise. Elle a été adoptée en 1960 à l'indépendance du pays, est devenue l'hymne national de Côte d'Ivoire par la loi numéro 60-207 du 27 juillet 1960, ce
qui est à noter quand même en ce qui concerne ces auteurs-là, c'est que pendant tout ce temps, il y a eu quand même une petite polémique autour de la paternité de ces paroles et de cette composition. Et ce n'est qu'en 2013, à la suite d'un colloque scientifique organisé cette année-là, lors des commémorations du 20e anniversaire du décès de l'abbé Pierre-Michel Pangot, que les savants, historiens, sociologues et musicologues ont statué sur la paternité de l'hymne national, l'attribuant définitivement aux deux prélats. Et ce n'est qu'à la remise de ces conclusions aux autorités ivoiriennes que la plus haute distinction de l'État leur a été décernée. Alors, également, et toujours pour la petite histoire, pour ceux qui ne le savent pas, l'abidjanaise que nous connaissons n'est en vrai qu'une partie de l'abidjanaise, puisque cet hymne comporte 5 couplets et autant de refrains. Je ne sais pas si on pourra entendre un petit extrait, je pense. De ce qu'on a l'habitude d'entendre. Pas de ce qu'on a l'habitude d'entendre, justement de tous les autres couplets. Je vais vous en lire pêle-mêle comme ça, on va dire. Allez, le morceau tout premier, choisi, ouais. Voilà, le tout premier qu'on connaît, c'est Salutaire d'espérance, pays de Qui l'hospitalité. finit par la Des patrie de légions, la voilà, qui fraternité. finit par la patrie de la fraternité. Mais vous avez par exemple le deuxième couplet qui vous dit « À toi, noble Côte d'Ivoire, au grand pays des bonnes gens, nous apportons dans la victoire l'hommage de nos cœurs ardents, dans l'amitié des peuples frères. Dieu guide-nous vers l'idéal, soumise à la devise chère, union, discipline, travail. » Franchement, magnifique. de très belles paroles. Après, je remarque que c'est vraiment écrit par des prêtres, hein, je veux dire, Oui, parce que oui. j'ai noté 3 allusions. La première fois, c'était que Dieu, vous en parliez Fortifie. tout à l'heure. Oui, c'est ça. Après, la foi, mais la foi, c'est... Après, vous dites effectivement, c'était un concours ouvert. Hein, et pourquoi est-ce que ce sont des prêtres qui arrivent à gagner ce concours-là? C'est dire que peut-être quelque part, Dieu a vraiment la main sur ce pays. En tout cas, ces prêtres-là ont vraiment donné du meilleur d'eux en ce qui concerne la plume et surtout les arrangements musicaux pour ce hymne qu'on célèbre aujourd'hui et qui, on le rappelle, fête ses 60 ans. Ça finit par une très belle prière. Que sur ton sol règne la paix. Wow. Oui, et c'est ça qu'il faut retenir très Amen. sincèrement. Mais on va même faire la lecture totale de ce 5e couplet. À nous qu'anime l'espérance en ton avenir lumineux, redonne toujours l'assurance de nous conduire en peuple heureux. Et nous irons de par le monde, semer ton nom et tes bienfaits, en clamant sur toutes les ondes que sur ton sol règne la paix. Je crois qu'il faudrait qu'on entende de plus en plus, beaucoup plus en tout cas, l'ensemble, en tout cas l'hymne complet, en fait. L'hymne complet, pardon. Parce que c'était trop long que les... À un moment, Oui, c'est clair, à un c'était moment, trop long, mais de temps en temps, à un moment, il faudrait c'était qu'on enseigné l'entende dans le de plus système scolaire souvent. au niveau de à Peut-être trop l'école. long pour les enfants, ouais. Allez, on apprend des choses beaucoup plus Beaucoup longues que plus ça. longues. Moi, je militerai en tout cas pour que ce soit, pour que ça revienne dans le programme scolaire. Absolument. Après, si son tu entièreté. permets, j'aimerais tout de même avoir une petite pensée pour Monseigneur Pierre-Marie Coty, Absolument. qui est décédé, Qui qui n'aura pas l'occasion qui est parti d'assister à justement cela. et qui est parti. Là, on célèbre les 60 ans ce 27 juillet et il est parti 10 jours avant. En tout cas, bonne pensée pour lui. Sophie Aïda, notre observateur de la scène sociopolitique au Mali. Pour nous, il y a de nouveaux développements de cette actualité avec un sommet extraordinaire, un sommet virtuel Oui. de la CEDEAO. Exactement, donc un sommet en visioconférence qui a eu lieu aujourd'hui. Donc de ces... Je me disais, où étaient vos bras? ils étaient là. D'accord. Je ne voulais pas trop bouger parce Bien que c'est sûr, solennel. bien sûr, Tu bien comprends. sûr, allez-y. Donc juste pour rappel, le Mali donc, vit une situation, une crise sociopolitique en ce moment, depuis le 10 juillet dernier. Donc la CEDEAO, qui a été dirigée par l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan, a fait un séjour à Bamako la semaine dernière, où il y a 10 jours, en fait, pour essayer de faire en sorte de trouver un compromis entre le gouvernement en place et l'opposition, malheureusement sans succès. Et puis la semaine dernière, c'était autour de 5 chefs d'État d'Afrique de l'Ouest, donc notamment le président ivoirien Alassane Ouattara, le président Macky Sall du Sénégal, Mohamedou Bouhari du Nigeria, Nana Akufo-Addo du Ghana et le président Mahamadou Issoufou du Niger, de se rendre à Bamako justement donc, pour essayer de faciliter les échanges, mais surtout pour appuyer les propositions de la CEDEAO pour un plan de sortie de crise pour le Mali, qui se résumait en 3 points. Donc la restructuration de la Cour constitutionnelle, la formation d'un gouvernement d'union nationale, et le règlement du contentieux électoral qui a eu lieu en avril dernier.
Le tout restant campé sur la position donc, de la CEDEAO de ne pas céder à la demande de l'opposition qui était de demander la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. Donc encore une fois, il n'y a pas eu malheureusement de solution à ce meeting-là. Et donc aujourd'hui, les présidents, donc les chefs d'État de la CEDEAO se sont donc réunis par visioconférence pour essayer encore une fois de discuter et de voir comment est-ce que c'était possible donc de régler cette situation de crise. Ils ont à peu près tous intervenu, mais on note l'intervention du président Alassane Ouattara qui a dit que la crédibilité de la CEDEAO est en jeu donc, dans cette crise, et puis qui a rajouté que nous sommes du côté du peuple malien, mais nous ne sommes pas du côté du désordre. Donc voilà, donc ça, son intervention vient conclure, on va dire, un petit peu le positionnement donc, des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest sur ce sujet donc, du Mali. Et puis, donc, ils ont demandé quand même la démission immédiate des 31 députés des élections contestées, mais également, ils ont menacé de sanctions les opposants qui s'opposeraient justement donc, à cette décision-là. Ça marche. En tout cas, on va vous laisser suivre de très très près les différents développements de cette actualité-là, et puis nous en... Peut-être l'envoyer spécialement au Mali aussi pour en faire un. Sait-on jamais. On y pense, j'y pense. Je crois que je vais en discuter avec qui de droit pour qu'on y envoie notre chère Sophie Aïda. Dans notre pays, les urnes riment souvent, j'insiste, avec discorde et conflits. Le cas le plus récent est celui des élections à la présidence de la FIF, qui divise actuellement les acteurs du football ivoirien. Pourquoi les élections en Afrique conduisent-elles à de tels conflits? On ouvre maintenant le petit débat avec vous sur notre plateau, les amis. Déjà, constat, est-ce qu'on est tout à fait d'accord que la plupart des élections ces 10 dernières années ont conduit à des discordes, à des frictions et à des divisions? Même ces 20 dernières années, il faut aller un peu plus loin. C'est comme si c'est un scénario qui se répète. C'est comme si c'est en griffe une tradition en fait sous nos tropiques de devoir craindre à chaque fois qu'il y a une élection présidentielle ou même d'autres types d'élections, qu'il y ait des frictions, qu'il y ait des tensions, alors que ça ne devrait pas être le cas. Avant, c'était que dans la politique. Aujourd'hui, on est en train de constater que même au niveau du sport, dans d'autres domaines, dans d'autres organisations, il y a des... Allez, mais pour revenir sur la politique, il ne faut quand même pas être aussi défaitiste. Je veux dire, on a quand même de bons exemples aussi. On va pas passer du revers de la main aussi ces exemples-là, notamment au Sénégal, au Ghana. C'est l'exception qui fait la règle. On a eu quand même quelques bons exemples aussi à suivre, même au Mali d'ailleurs, même au Mali à une certaine époque. Donc voilà, c'est pas du destin de l'Afrique d'avoir des élections conflictuelles. À chaque fois, il faut qu'on sorte de ça aussi, mais qu'on mette peut-être le doigt sur justement ces démons qui créent ces conflits-là parce qu'on les connaît. Et malheureusement, on a du mal à lutter contre. Et ces démons soufflent-ils un vent de dissidence? Diviser pour mieux régner, c'est vieux comme le monde. Démoniaque. Des fois, j'ai l'impression aussi que peut-être ce qu'on appelle des frictions ou des dissidences qui se créent à chaque fois, parce que au cœur de tout ça, peut-être qu'il y a aussi le pouvoir qui est recherché et aussi l'intérêt, donc l'argent qui est peut-être également recherché. Est-ce qu'il ne faudrait pas tirer une sorte de lien avec l'histoire aussi, notre passé, en tout cas notre passé colonial, parce que lorsque ces colons sont arrivés sur nos côtes, bien sûr, comme tu l'as dit, ils ont divisé pour mieux régner, pouvoir avoir des chefs dissidents qui pouvaient accepter de les recevoir sur leur territoire. Est-ce qu'on ne tire pas toutes ces scissions ou ces divisions qu'on a depuis des années de notre passé aussi colonial? Vous mettez les pieds dans le plat, vous mettez les pieds pour qu'on aille chercher peut-être les causes. En héritage. Effectivement, justement, ces démons dont je parlais, elle vient d'en décrire un qui est corruption. Voilà, la corruption, ça fait partie, la corruption gangrène nos sociétés en Afrique depuis bon nombre d'années. Et il est clair que dans ce genre d'initiatives qui sont des élections, il y a beaucoup d'argent qui est mis en jeu. Et l'argent, c'est très bien que ça peut diviser, ça peut amener des gens à faire pas mal de choses.
Bon, Combien les corruption, clivages mais- politique, ethnique, aussi. religieux. Voilà, Oui. clivage ethnique, religieux, tout ça, ça contribue aussi au fait que, bon, allez, on ne partage pas forcément les mêmes convictions politiques, ethniques et religieuses les uns et les autres, mais en principe, ça rentre dans le jeu global de la démocratie. De la Ça nous ramène démocratie. peut-être à la question qui a été longtemps sur certaines tables à discussion, de savoir est-ce que ce modèle démocratique-là Oui. convient à l'Afrique, en fait. Ou Parce que sinon, est-ce que... la question c'est l'Afrique était... Non, on va revenir à la Côte d'Ivoire, si vous le voulez bien bien. La Côte d'Ivoire était-elle prête, après on va parler de l'Afrique, si vous voulez bien, mais est-ce que la Côte d'Ivoire était prête à la démocratie, à ce modèle démocratique-là dont vous parliez? Aujourd'hui, tout le monde a le droit de s'exprimer, de dire ce qu'il a envie de dire. On était avec ce modèle du parti unique. Quelqu'un aurait pu dire que ça fonctionnait plus ou moins bien. On est parti... Ça n'aurait pas tenu longtemps. Ça n'aurait pas de toute tenu façon, longtemps. oui. Voilà. Ça Qu'est-ce qui n'aurait pas tenu longtemps? Non, je parle du multipartisme. La liberté d'expression, à un moment donné, forcément, il y aurait forcément une nouvelle génération qui allait s'opposer, vouloir avoir la voix, pouvoir s'exprimer. Mais c'est voilà. opposé cette nouvelle génération justement et ça date des années 90 avec le multipartisme en Côte d'Ivoire. Donc ça a mis fin au parti unique qui n'était pas très démocratique, même si comme vous venez de dire ça allait plus ou moins bien. Mais bon, forcément quand vous avez quelqu'un qui tient d'une main de fer. Tout part de l'éducation, à mon avis. Tout part de l'éducation. Par exemple, si je prends le cas du Canada, dans les écoles primaires, dès le plus jeune âge, on apprend aux enfants le jeu électoral. C'est-à-dire que une fois dans l'année, ils sont mis dans un format de répétition d'élection où ils apprennent à voter. Dès le bas âge, en fait. Donc, ils sont déjà éduqués d'une certaine manière, en fait, au jeu électoral. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire la même chose dans l'autre pays, par exemple? Je vais poser une question qui va peut-être vous faire sourire. Aujourd'hui, ces conflits-là, pour revenir à la Côte d'Ivoire, à qui la faute? Un autre démon, l'indiscipline. Déjà, certains accusent les leaders politiques aujourd'hui de créer ces divisions-là à travers des messages, une façon de conduire un peu leur campagne en disant nous, parce que nous n'avons pas été là, les gens sont contre nous. C'est peut-être ça qui exacerbe un peu les tensions, les frictions. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est une discipline et surtout le respect aussi des textes. Parce qu'en général, lorsqu'on remarque toutes ces dissensions ou ces dissidences, il y a des organisations, il y a des textes, il y a des statuts qui sont bien là, il y a des règlements intérieurs, mais on va toujours se dire, OK, moi je ne suis pas d'accord, même avec les textes que j'ai signés, même avec ma signature apposée dans le document de l'Assemblée générale, et je vais décider de créer ma dissidence, en fait. Qu'on soit d'accord ou pas, il faut respecter la loi. Sophie. Lorsqu'il y a des manifestations justement violentes, et comme on a pu le voir ces dernières années, elles sont en général l'idée, ou en tout cas les personnes qui sont sur le terrain, ce sont des jeunes. Et moi je pense qu'il y a un souci aussi en Afrique francophone de ces personnes-là, plus âgées, qui ont déjà eu une certaine expérience, qui ont déjà fait leur chemin à passer le flambeau. Et donc à partir de ce moment-là, oui, ça peut, ces discours-là peuvent vraiment créer des divergences, peuvent enflammer cette jeunesse qui a envie de voir autre chose et de les pousser justement à aller sur le terrain. Ce point-là, vous mettez en cause un tout petit peu la compréhension, la perception du jeu démocratique dans notre pays. Des politiques eux-mêmes, parce qu'effectivement, comme Evan de le dire, on assiste très souvent, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, en Afrique, à des politiciens en poste qui s'accrochent au pouvoir. Qui refusent de partir. Le jeu démocratique, c'est... Il y a des règles. Il y a des règles, mais c'est surtout la liberté d'opinion. Mais au-delà de la liberté d'opinion, je peux être libre d'exprimer mon opinion, mais si elle n'accepte pas cette opinion et qu'elle se rebelle, on n'est plus dans de la démocratie. Et je pense que c'est là le réel problème. C'est là le réel problème. Le fait de ne pas accepter ce qui est fait. Par exemple, lors des scrutins, toutes les divergences viennent de ça. On a le droit d'avoir des divergences d'opinion, mais quand cette divergence se transforme en agression, se transforme en... D'ailleurs, on refuse les résultats, nous on veut à tout prix cela, et par tous les moyens, c'est là en fait que se pose le problème. Il faut mettre le mot fair play en fait, c'est quand tu dis qu'on n'est pas d'accord, quand on a des divergences d'opinion, c'est le but du jeu. Exactement, c'est ça. Il y a d'autres pays qui sont démocratiques où il n'y a pas de violence. Donc, je veux dire, à un moment, il y a moyen de faire sans violence, il y a moyen de faire sans dissidence, sans discordance. Voilà, on peut ne pas être d'accord, on peut être opposé à l'opinion de l'autre, même dans la même organisation, ne pas être d'accord avec sa décision, mais du moment qu'il y a des textes, des statuts, il faut être dans la légalité. Si on n'est pas d'accord, ok, on se retire et soit on crée une autre organisation, bien sûr, de façon légale, mais je pense que ce qui nous manque en fait, c'est le fair play en fait.
C'est surtout ça, le fair play. D'accepter de perdre. Voilà, exactement. Comme D'accepter de disait, perdre, comme disait Kakabe. Kakabe. Non, il y a aussi le respect de la patrie. L'amour de la patrie, parce qu'on dit la nation. On dit très souvent qu'il faudra mettre ses intérêts personnels en dessous de l'intérêt supérieur, faire passer l'intérêt supérieur de la nation avant toute chose. Je crois que de plus en plus, on fait passer ses intérêts personnels. Et ça a toujours été le cas. Tu mets le doigt sur faire passer l'intérêt, voilà, l'intérêt général avant l'intérêt personnel. Et c'est cette notion qu'on ne connaît pas, en fait, qu'on ne respecte pas. C'est comme dans une grande famille. On ne peut pas toujours faire passer ses intérêts personnels avant ceux des autres. Il faut bien penser aux autres. Il faut bien faire la part des choses pour que le partage soit équitable dans la famille. Et je pense que c'est ce modèle qui devrait être reproduit dans le jeu démocratique. La politique, on est en politique pour servir le peuple, pour servir la nation. Ça. Donc à partir de ce moment-là, nos intérêts personnels ne comptent pas. Alors, moi, quelqu'un, je le cite tout le temps, m'a toujours dit, si vous critiquez, faites des propositions. Alors, selon vous, aujourd'hui, il y a ces crises, il y a ces frictions, il y a ces élections. Tout le monde a peur chaque fois qu'on apprend qu'il y a une élection. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter qu'on se retrouve très souvent dans cette forme de psychose-là? Sensibiliser la jeunesse. Déjà. Tout à fait, et ça passe par l'exemple du Canada que nous donnait Edith tout à l'heure. Moi, je me rappelle à l'époque, quand on était à l'école primaire, on nous encourageait beaucoup à aller vers ce genre d'élection, à ce jeu démocratique au niveau des délégués, des chefs de classe. Ça, il ne faut vraiment pas lâcher ça. Il faut vraiment inculquer ça aux enfants et faire en sorte que ça devienne, même qu'ils apprennent en jouant avec la démocratie, en fait, qu'ils comprennent que c'est un jeu et que dans un jeu, on ne doit pas se taper. Voilà. Si les enfants arrivent à comprendre ça, ils vont grandir avec ça et on aura des personnes beaucoup plus démocrates et beaucoup plus responsables. C'est la base, l'éducation, c'est la base. Il faut former dès le jeune âge les plus jeunes, les enfants, à ce jeu démocratique, à cet esprit de fair play. Parce que même quand on joue un match de football à l'école ou pendant une compétition, il faut savoir que si on a perdu, on serre quand même. Voilà, on serre la main du gagnant. Et du gagnant qui est vraiment le gagnant. Donc c'est là que bien sûr, qui est vraiment le gagnant. Forte. Et la confiance juste. Voilà. Et j'allais dire, en Afrique, il faut vraiment que les prédécesseurs apprennent à vraiment passer le flambeau avec beaucoup d'honneur, avec beaucoup de volonté de le faire, quoi. En ce qui concerne les institutions, on revient à nos démons, corruption, indiscipline. Il faut qu'ils disparaissent, mais comment exorciser ces démons-là de notre société? Là est la question. C'est vrai que peut-être que cette forme de... Ce qu'on remarque, parce qu'on a dit, c'est vrai qu'au niveau, au niveau politique, voilà, on a des dissidences, des dissensions, des divisions, et ça, depuis des années, c'est le cas. Mais finalement, ça réjaillit à petite échelle sur les institutions, des associations, des ONG, ou même pour des petites associations de quartier. Ou des ONG. Dans mon quartier, ça va. On a des. On a fait les élections du président. Voilà, chacun se déclare président. Et quand on n'est pas d'accord, c'est au maquis du quartier qu'on en discute. Voilà, ça, c'est l'agora qui décide. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça, en fait, parce qu'au final, ça réjaillit sur toute la chaîne, ça réjaillit sur les populations en général, parce que peut-être qu'il y a un manque de confiance. Comme tu as dit. La FIF, c'est ça? Je n'ai pas encore, on a le temps d'en parler plus tard. Mais je pense qu'il faut que, comme tu l'as dit, nos institutions aussi inspirent la confiance. Peut-être que quand il y a un manque de confiance, les populations, au final, se sentent désemparées et peut-être se font justice en prenant ce qu'elles considèrent ce qui leur appartient. On exploite la naïveté des gens, on exploite leur frustration. Exactement, surtout la frustration. On joue sur leur frustration, leur peur et surtout leur manque de confiance. Il faut qu'on éduque la population. Très franchement, il faut qu'on éduque la population. Comment je vois les budgets qui sont alloués à toutes les constructions pour aller vers le développement, je dis c'est très bien. Mais il faut qu'on éduque la population. Il faut mettre l'individu au cœur. Il faut qu'on éduque la population. Si on n'éduque pas la population, en tout cas suffisamment, on aura toujours des gens qui ne comprendront pas forcément ce que c'est que le jeu démocratique et qui s'énerveront lors d'un débat. Je termine par une question de répondre par oui ou par non. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on n'a pas de raison de crainte pour les prochaines élections? Alors, après, ça dépend. Si c'est une question personnelle, je dirais que moi, je suis optimiste, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, au regard de la situation et du remake qui est en train de sonner à notre porte, du remake de 2010, je me dis oui, effectivement, puisqu'on a déjà vécu la situation, on a peur qu'elle se reproduise, mais je pense que même si on est dans le schéma avec ces mêmes acteurs, ils ont gagné en maturité, ils ont gagné en sagesse, et j'ai pour habitude de dire que quand tu mets ton doigt sur un problème, le plus dur c'est de l'identifier, mais quand tu arrives à mettre ton doigt sur ton problème,
dont tu sais, tu l'as identifié, si tu ne le règles pas, c'est que tu es un imbécile. Et je pense que personne n'est un imbécile, surtout dans notre classe politique en Côte d'Ivoire. Donc, je pense que même si on est un remake, on n'a pas de raison d'avoir peur. Je suis optimiste pour le moment. Optimiste aussi. Optimiste. Ben voilà. Pour la présidence de la FIF, Fédération ivoirienne de football, sont aujourd'hui au centre de toutes les discussions, mais les conditions pour être candidat demeurent un peu floues pour les populations. Qu'en pense-t-elle Que pense-t-elle de ce système de parrainage pour l'élection du président de la FIF? Nokana Paleka et Henri Diagnamé sont dans les rues et ils ont recueilli les avis des Ivoiriens. Je ne sais pas à partir de quelle base ils ont créé ce système-là. Sinon, les clubs de la Ligue 1, 2, 3, ceux-mêmes qui sont censés jouer, les joueurs même devaient être mis au fait. Mais quand on parle du système de parrainage, je ne sais pas à quoi ça aboutit. Je ne connais pas à peu près les tenants et puis les aboutissements de ça. Est-ce que ce n'est pas une certaine mafia qui veut s'instaurer au sein de la Fédération ivoirienne de football? Parce que s'il y a des gens qui sont là, qui sont des candidats potentiels, qui traînent, et on les impose le système de parrainage, mais je crois que c'est une sorte de mafia. Il y a des trucs qu'on ne s'amuse pas avec ça. Le football, la religion, on ne s'amuse pas avec. Le parrainage, c'est une bonne chose. Pour ne pas que n'importe qui se lève à un moment T pour dire que bon, voilà, je vais être candidat, alors qu'il n'a même pas l'aval de quelqu'un. Donc le système de parrainage, c'est bon, mais tout le monde, faut orienter de telle sorte que tous les acteurs puissent être dedans. J'ai vu que c'était lamentable que les femmes n'avaient pas, l'association de football des femmes, n'avaient pas leur mot aussi à dire dans le parrainage. Il faut essayer de bien réfléchir pour pouvoir mettre tous les acteurs. Sinon, le parrainage, c'est une très bonne chose. Bon, je pense que c'est vrai que c'est une bonne idée, mais ça va léser un peu certains candidats. Puisque si la personne n'a pas de parrain, lui, il fait comment vous se présenter. Alors que peut-être qu'il a un projet qui sera bien pour la FIF. Moi, ce qui a bloqué Didier Drogba, franchement dit, pour le parrainage, je ne suis pas d'accord. Et ce système de parrainage-là, si je n'aime pas telle personne, j'aime telle personne, il y a des margouilles un peu en bas, vraiment, ça ne peut pas faire avancer le football ivoirien. Le système de parrainage au niveau de la FIFA, je crois que c'est un bon système. Parce que même les plus grandes fédérations en Europe et autres, bon, c'est le même système, même pour les élections du président de FIFA. Même c'est ce système. Je ne sais pas pourquoi on doit avoir parrain pour se présenter et pour être candidat. Ils n'ont qu'à enlever leur système de parrainage là. Et puis on va partir aux élections et puis on va voir. C'est tout ce que moi je veux. S'il n'y avait pas cette histoire de système de parrainage là, je suis sûr que mon fils va passer, Drogba va passer. Si vous venez nous prendre en marche, eh bien, vous suivez le Live Talk. Si vous êtes là depuis le tout début, merci d'être fidèle à ce rendez-vous. On va faire, avec votre permission, un peu de place à notre invité, à monsieur Roland Dano. Notre invité, Roland Dano, est membre de la MAFSI. Bonsoir. Bonsoir, Brice. Monsieur Roland Dano, vous êtes membre de la MAFSI et vous êtes également à la tête d'un groupe de dissidents, d'arbitres dissidents. Plutôt opposant. Plutôt opposant. C'est quoi la différence? Dissident, c'est comme si nous sommes dans l'illégalité, alors que nous nous opposons par rapport aux textes que nous connaissons de notre association. Que disent ces textes-là? C'est tout simple. Les textes, au niveau de notre amicale, donnent une souveraineté à notre Assemblée générale. On ne vous entend pas très bien. Donne une souveraineté à notre Assemblée générale qui est composée des membres actifs que sont les arbitres de football de Côte d'Ivoire. Et lorsqu'une décision qui doit changer la vie de notre association doit être prise, une AG doit être convoquée. Alors justement, on va revenir sur cette journée du 13 juin à Yamoussoukro. Qu'est-ce qui s'est-il passé ce jour-là à Yamoussoukro? Pour bien comprendre, parce qu'on vous reçoit sur ce plateau-là, parce qu'ils ont envie de bien comprendre votre position. Nous sommes en démocratie et on donne la parole un peu à tout le monde. Et on a envie surtout de comprendre ce qui s'est passé au niveau de cette rencontre-là à Yamoussoukro le 13 juin dernier. Ok, ce qui s'est passé à Yamoussoukro le 13 juin dernier, c'était tout simple. Koulibaly Souleymane a un mandat qui expirait en octobre 2019. Et sur un plateau télé, il avait annoncé qu'il allait inviter tous les présidents de CRA à participer au choix du parrainage. D'ailleurs, dans nos tests, ce n'est marqué nulle part. On ne peut pas inviter les présidents de CRA parce qu'eux-mêmes sont membres actifs. Pour pouvoir prendre une telle décision, il faut inviter tous les membres actifs. Ce qui s'est passé, c'est qu'il invite une partie des présidents des CRA qui, en griffe, lui sont favorables pour prendre cette décision, dans le but de légitimer cette décision. Pourquoi? Parce que nous, dans nos statuts, à l'article 15, le bureau exécutif est le bureau de séance jusqu'à la fin de son mandat.
dès que son mandat prend fin, il n'est plus bureau de séance, c'est l'Assemblée générale qui convoque une AG et délibère selon un ordre du jour précis. Donc, il savait qu'il était forclos, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il invite Ayam Sokro, le président de cas, comme je l'ai dit, au risque de me répéter, pour légitimer sa décision. Nous, ayant appris l'information, on se rend sur Ayam Sokro pour leur rappeler que ça ne se passe pas comme ça selon nos tests. Vous ne pouvez pas vous saisir. Quand vous dites ayant pris l'information, vous avez été contacté? Justement, je vous dis que l'invitation a été faite par SMS d'ailleurs, qui n'est pas prescrit dans nos tests. Pour pouvoir convoquer une AG, il faut envoyer un courrier à chaque membre actif avec l'ordre du jour et tous les documents qui permettent de statuer sur l'AG. Ça n'a pas été fait, c'est des SMS plutôt qui ont été envoyés. Bon, donc, confusion faite, on se dit c'est une réunion du bureau exécutif, naturellement qui ne devait pas avoir lieu parce que le bureau exécutif est forclos. Ils n'ont même pas à se réunir. Comment ça se passe chez nous? Je répète. On a une AG qui se tient, une AG ordinaire qui se tient chaque année et le dernier mois de l'année. On a une AG extraordinaire qui peut être convoquée par le bureau exécutif ou à la demande des 2/3 des membres actifs. On n'est pas dans ce cadre-là. Donc naturellement, puisqu'ils sont hors cadre, hein. Ils sont forclos, ils ne pouvaient pas convoquer une réunion du bureau exécutif. Donc, M. Ronald, vous dites que M. Koulibaly Souleymane, sous le mandat de M. Koulibaly Souleymane, est arrivé à expiration en octobre 2019. Donc, selon vos tests, il n'est plus le président, il n'est plus légitime. Il n'est plus légitime. Mais pourquoi une assemblée d'octobre 2019 ? Bon, c'est vrai qu'on a eu la crise de la Covid-19 d'octobre 2019 jusqu'à maintenant, donc on va dire jusqu'à juin ou avril, mais pourquoi une AG extraordinaire n'a pas été tenue par vous pour pouvoir choisir le nouveau président? Jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'il y ait une rencontre, une réunion à Ayam Sokro en juin pour... Je suis d'accord avec cette analyse, tout le monde l'a fait. Le fait est que c'est l'organe sortant qui doit organiser les élections. Des rappels ont été faits à plusieurs reprises et M. Koulibaly a rusé avec l'Assemblée générale. Il y a des relances qui ont été faites le 4 mai, le 11 mai, bien avant, en janvier. Il n'a jamais daigné organiser les élections. Naturellement, il faut compter aussi avec une erreur de sa part. Et c'est l'erreur qu'il a faite. Monsieur Ronald, vous faites partie du bureau exécutif, du bureau exécutif de l'AMAFSI. Quel est votre rôle précisément? Le bureau actuel de l'AMAFSI, j'en suis le président du comité de pilotage. Non, je parle de l'AMAFSI avant que vous soyez un opposant. Je n'étais pas dans le bureau, j'étais un simple membre actif. Mais je suis président des arbitres, de la commission régionale des arbitres d'Abidjan. Ok, alors la décision a été prise le 13 juin dernier par donc, ce comité. Pourquoi avoir attendu plus d'un mois pour contester, ou en tout cas pour conduire cet AG et avoir une autre décision, une décision qui est différente? Belle question. Normalement, quand on conteste une décision, pour pouvoir délibérer, il faut réunir 2/3 par pétition des membres actifs. C'est pour ça que ça a pris ce temps. Il faut réunir les signatures. Il faut aller au niveau du ministère des Sports, du ministère de l'administration du territoire et tout ça pour informer qu'on va organiser notre AG. Donc tous ces ministères et ces organes que je vous cite là ont été informés de notre AG. Et dans votre AG, est-ce qu'il y avait des membres exécutifs justement de l'AMSI? À partir du moment où ils sont forclos, ils deviennent membres actifs. C'est l'AG qui décide de quel organe ils mettent en place pour pouvoir prendre leurs décisions. Alors moi, j'aimerais savoir, justement, lors de cette Assemblée générale qui a eu lieu le 20 juillet, vous décidez d'accorder votre parrainage à Didier Drogba. Mais la FIF vous a désavoué. Qu'est-ce que vous avez répondu à ça? On n'a pas à répondre à la FIF. Je vous explique tout simplement. Le 4 juillet, il y a une Assemblée générale en partant de l'organisation même de la FIF. L'organe suprême même au niveau de la FIF, c'est l'Assemblée générale. Après l'Assemblée générale vient le comité exécutif. Après le comité exécutif vient la direction, les commissions permanentes, la direction exécutive et les organes juridictionnels. Donc naturellement, c'est l'Assemblée générale ou le comité exécutif, selon les tests, même à l'article 20 des statuts de la FIF, c'est le comité exécutif qui devait prendre ce genre de décision, ce désaveu-là. Mais nous, et qu'est-ce que l'article dit? L'article 12 d'abord cite les organes que reconnaisse la fédération. Et l'organe n'a pas changé, c'est l'AMAFSI. Notre organe n'a pas changé, c'est l'AMAFSI. C'est seulement les têtes, les personnes qui changent.
Donc en fait, Vas-y. Allez-y. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est que le parrainage que vous avez donné donc à Didier Drogba est valide. C'est ce que vous venez de dire. Donc il y aura les documents qui le prouvent. On va le déposer auprès de la commission électorale. Qui vous reconnaît aujourd'hui comme étant légal? À partir du moment où c'est la commission électorale qui remplace le comité exécutif de la FIF, c'est elle qui a même de nous reconnaître. Est-ce qu'elle ne vous a pas encore reconnu? Ce n'est pas encore le cas. Puisqu'elle n'est pas encore en train de statuer. Voilà. Ça veut dire que vous reprochiez tout à l'heure à M. Coulibaly et son équipe d'être forclos, donc de n'avoir plus de légitimité. Vous également, pour l'instant, personne ne vous reconnaît. Pour l'instant, personne ne nous reconnaît, on peut dire ça comme ça. Mais l'organe qui doit décider n'a pas encore commencé à travailler. Mais donc votre décision non plus. Oui, sur quelle base est-ce que vous dites être le président du comité de pilotage de l'amicale des arbitres de football de Côte d'Ivoire? Notre association est régie par les tests. Et ce sont les membres actifs qui décident qui dirige leur association. Vous êtes élu par ces membres. Voilà, c'est les membres actifs qui... Ma légitimité, je la tiens de nos membres actifs. La reconnaissance, comme vous le dites, c'est le comité exécutif normalement qui doit l'approuver, mais elle n'est pas là. C'est maintenant le comité électoral qui va s'en charger. Alors, pourquoi est-ce que vous avez décidé de donner votre parrainage à Didier Drogba? Ce n'est pas moi, Roland Danon, qui donne le parrainage. Non, j'ai dit vous représentez cette amicale. Parce que votre décision rame à contre-courant d'une première décision. Qu'est-ce qui justifie celle-là que vous avez prise? L'Assemblée générale. C'est l'Assemblée générale, après un vote au bulletin secret, qui décide de donner le parrainage à Didier Drogba. Est-ce que vous avez discuté avec Coulibaly Suleiman depuis la rencontre de Yamoussoukro? Je pense que le Coulibaly Suleiman est fermé à toute discussion. Donc, on ne peut pas avoir de contact. Vous avez tenté des approches, appels téléphoniques, passer par des intermédiaires? Vous faites tous partie de la même association. Oui, mais les intermédiaires, je vous explique tout de suite. Un comité de sages, des arbitres, voyant la situation venir avant le 13 juin, ont convoqué Coulibaly Suleiman par 2 fois. Il a refusé. Il a eu le temps d'aller dans les QG des campagnes de chaque candidat, les croiser. Mais pourtant, quand le comité des sages et les anciens de l'arbitrage l'invitent pour une discussion, il ne vient pas. Moi, j'ai été invité en tant qu'observateur dans ce comité de sages parce que je suis le président de la plus grande commission de Côte d'Ivoire. Alors, Coulibaly, à 2 reprises, on s'est déplacé, il n'est pas venu. Il a prétesté qu'il y avait le Covid, donc les membres de son bureau ne pouvaient pas se déplacer. On a compris, mais par contre, quand il s'agit de rencontrer les candidats, ils se déplacent. Donc il y a eu des médiations, il y a eu des tentatives, et je vous l'ai dit, il y a eu des relances, mais il n'a jamais voulu entendre, il a rusé avec l'Assemblée. Monsieur Danon, qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui à ceux qui estiment que vous êtes un groupe dissident, vous êtes un groupe qui n'êtes pas dans la légalité? Qu'est-ce que vous leur répondez? Nos tests. Et personne mieux que nous ne maîtrisons nos tests. Et pour être dans la légalité, dans la légitimité, il faut se baser sur ces tests. Mais comment vous réagirez si, lorsque la commission électorale indépendante sera constituée, comment vous allez réagir lorsqu'elle va vous, je ne souhaite pas, mais vous désavouer? Si elle vous désavoue, comment vous réagiriez? Vous avez des recours? Oui, on a des recours. La commission électorale, moi j'ai déjà dit et je le répète, j'ai confiance en la qualité des membres qui composent cette commission électorale. Donc si elle vous désavoue aujourd'hui? Si elle nous désavoue aujourd'hui, on poursuit notre requête, naturellement pas dans les juridictions. C'est une commission électorale qui est juste pour un temps, pour les élections. Vous la remettriez en cause également? Non, on ne la remettra pas en cause, mais il y a toujours une commission de recours. Dans cette même commission, il y a une commission de recours. Moi, je suis intriguée. Alors, on comprend que la première assemblée générale avait été faite pas suivant les règles, voilà. Oui. Donc, vous décidez d'en refaire une. Mais si vous étiez d'accord avec la première décision, vous n'auriez pas opté pour Didier Drogba cette fois-ci. Donc, qu'est-ce qui justifie vraiment ce choix? Qu'est-ce que vous y gagnez réellement? Je n'ai pas bien compris votre question. Coulibaly Suleiman fait une assemblée générale le 13 juin. Oui. Vous n'êtes pas d'accord avec ce choix? Ce n'est pas une assemblée générale. En tout cas, donne un parrainage. Il accorde un parrainage à un autre candidat autre que Didier Drogba. Vous décidez de faire l'assemblée générale le 20 juillet dernier et vous accordez votre parrainage à Didier Drogba. Pourquoi avoir fait le choix d'un candidat différent? Qu'est-ce que vous gagnez avec ce candidat en particulier? Qu'est-ce que nous gagnons? Oui. Bon, déjà, pour le choix d'un candidat différent, je vous ai déjà répondu en disant que c'est l'Assemblée générale qui a décidé. Non, oui, mais pourquoi? Quelle est la raison? Vous donnez votre parrainage parce qu'il y a des choses qui vous... C'est une question. Je donne mon opinion, pas l'opinion de l'Assemblée générale. Je disais tantôt que les arbitres, dans leur grande entièreté, sont des jeunes. Les arbitres, dans leur grande entièreté, sont des jeunes. Donc, tout de suite, les personnes qu'ils voient, qui peuvent leur donner un changement,
Ce sont des personnes qui n'ont pas eu à côtoyer avant. Et ils voient en la personne, sûrement de Didier Drogba, la personne qui peut leur apporter le plus, cette modernité au niveau de l'arbitrage. Qu'est-ce qui vous a convaincu dans son programme? Il y a 2 éléments déjà. Moi, personnellement, il y a 2 éléments qui me convainquent. Vous voyez, on pratique, nous, je dirais, nous les arbitres, Dieu merci en Côte d'Ivoire, on fait une profession avant de faire l'arbitrage. C'est ça qui nous sauve. Sinon, si on regarde au niveau de l'arbitrage même, tu ne peux rien réaliser avec ce que tu gagnes dans l'arbitrage. Alors que Didier Drogba, lui, part sur le plan des acteurs. Il dit, je suis venu pour mettre dans les bonnes conditions de travail les acteurs. De mettre en place un plan retraite, un plan logement. C'est des acquis qui peuvent nous motiver d'une personne à lui accorder. Son programme répond donc à vos besoins. Aux besoins. On finit une activité, normalement, dans tout travail, on finit une activité, c'est pour avoir des biens. On ne peut pas être en train de travailler. D'abord, l'arbitrage en Côte d'Ivoire n'est pas professionnel. Nous, on se débrouille. Je suis passé déjà sur un plateau pour dire qu'on parle de nos primes comme si c'était quelque chose d'excellent. Mais à la limite, ce n'est rien. Il n'y a rien dedans. Les primes. C'est pour les biens, on est d'accord. Ouais, c'est ce que j'allais dire. En parlant de biens et en parlant de primes. Vous dites que c'est pour les biens parce que le programme Didier Drogba est censé vous permettre d'obtenir... Oui, changer déjà la face de l'organisation même de notre condition de travail. Oui. Et puis à la fin, tout travailleur aspire à avoir quelque chose qu'il dit, j'ai obtenu de mon travail. Monsieur Randano, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, on est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, les hommes en noir sont divisés? Non, vous savez, dans notre milieu, le fair play est la chose qui règne le plus. Pendant qu'on y est, vous avez aujourd'hui... Vous êtes opposés. Il y a des opposants aujourd'hui, on est d'accord. J'ai envie de paraphraser. J'ai envie de paraphraser un grand frère que j'aime bien. Ces élections-là passeront. Qu'est-ce qui aujourd'hui pose problème au niveau de la MAFSI? Est-ce que la crise est plus profonde ou aujourd'hui vous êtes divisé que sur la question du parrainage à Didier Drogba? Ou la crise était beaucoup plus profonde avant? On est divisé sur la question de nos tests qui n'ont pas été respectés. Pas sur le choix d'un candidat, je le dis, je le répète. Le problème est beaucoup plus profond parce que vous dites que M. Koulibaly Souleymane refuse de répondre, en tout cas ne réagit pas à vos tentatives de médiation, à vos coups de téléphone. Et c'est que la crise est beaucoup plus profonde. Ce n'est même plus une question de texte. Oui, il aurait dû, au départ, écouter les sages, les doyens de l'arbitrage, les anciens, à part lui. Et puis, vous savez, chez nous... disait quoi puisque vous les avez rencontrés, oui, qu'est-ce qu'il voulait lui dire? Moi, j'ai été invité. Oui. Et ils souhaitaient inviter Koulibaly Souleymane pour lui faire déjà remarquer que son mandat pour lequel on avait fait une AG le 12 mai 2018 a expiré. Donc, il fallait bien qu'il organise une élection. Au mieux, peut-être que la période n'étant pas favorable, on va peut-être mettre en place un comité pour décider ensemble. Mais quand on ne vient pas écouter, est-ce qu'on peut prendre une décision collégiale? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, la question n'est pas de notre problème. Il n'y a pas de problème personnel entre nous. Pour la petite confidence, moi et Koulibaly Souleymane, on a grandi dans le même quartier. Oui, mais pour l'instant, vous ne vous parlez pas. Non, on se parle. On se parle. Donc vous ne vous parlez pas, on est d'accord. Bon, on est actuellement en train de défendre des positions. Vous avez coupé l'igname, en fait. Non, pas du tout, pas du tout. Bon, alors justement, vous parlez de toutes ces choses-là, mais moi j'ai envie de poser une question aujourd'hui, monsieur Danon. Oui. Qu'est-ce que vous proposez pour qu'on mette fin à tous ces remous-là au niveau de la MAFSI? Proposition concrète. Proposition concrète. Ce que je propose, c'est déjà de revenir à nos tests. Mais je ne pense pas que le temps matériel y est. Parce que dans nos tests, il y a des délais qu'il faut respecter, il faut informer les autorités et tout ça. Et ça va poser problème. Donc on va laisser la commission électorale statuer déjà. Mais après, c'est clair que ce que je propose, c'est que tous les arbitres se rassemblent pour statuer et comprendre, analyser, comprendre, statuer sur les tests. Je pense qu'à partir de là, il n'y aura plus de problème. Et c'est pour ça qu'on m'a mis président du comité de pilotage, président de l'AMAFSI actuellement. Pas parce que je semble celui-là qui... Non, c'est celui-là qui a alerté, qui dit non, il faut regarder nos tests. Ce sont nos tests qui peuvent nous sortir de ce à quoi nous sommes en train de regarder, de vivre actuellement. Donc vous êtes optimiste pour la suite avec l'amicale? Moi, j'ai aucun problème. Moi, dans ma CRA, je prends un exemple. Je suis le plus jeune président qui a occupé les fonctions au niveau d'Abidjan. Je suis en activité. Est-ce que votre présidence est légale? Pardon? Est-ce que votre présidence est légale? Moi, ma présidence, elle ne souffre d'aucune illégitimité, d'aucune contestation. D'ailleurs, j'ai fait une confidence. Il y a un de mes doyens qui est pasteur maintenant qui me disait, depuis que tu as pris la CRA d'Abidjan, on n'a entendu aucun bruit. Parce que Abidjan, c'est la CRA qui regorge beaucoup d'intellectuels. Et les discussions d'intellectuels, vous savez. Mais quand tu utilises les tests,
Ça passe C'est cette facilement. crise-là qui vous a donné l'envie de prendre la tête de la MAFSI ou depuis longtemps vous nourrissiez peut-être le besoin ou l'envie d'être à la tête de cette association? Ça ne m'a jamais intéressé, ça ne m'effleure même pas l'esprit. Et aujourd'hui, vous vous y plaisez, on dirait? Non, pas du tout. Je suis envoyé par mes pairs pour défendre une position, je suis bien obligé. C'est ce que je suis en train de faire. Maintenant, on m'a donné 6 mois pour normaliser en griffe. Quand je ferai la normalisation, vous verrez, je ne me présenterai pas du tout. Et qu'est-ce que vous dites à ces personnes-là qui disent que votre amicale a reçu, on va dire, une enveloppe de Didier Drogba pour lui donner son Ça me fait rire, parrainage. vous savez, je suis arbitre. Je suis arbitre et j'ai encore la qualité d'arbitre parce que je suis en activité. Il y a beaucoup qui me connaissent. Je ne parlerai pas de mon intégrité, bien sûr. Et je l'ai dit, je n'avais pas encore croisé Didier Drogba avant le parrainage. Peut-être que maintenant, les rencontres se feront plus fréquentes. OK, mais on ne peut pas mettre en doute ma qualité. Ceux qui insinuent ce genre de propos-là, il faille bien qu'ils fassent la preuve, alors qu'ils n'ont pas de preuve. Peut-être qu'ils sont à nous relater ce qu'ils ont fait, eux, à des petits mots, pour dire oui, effectivement, nous, on a peut-être fait ça, peut-être qu'eux aussi l'ont fait. Non, ce n'est pas le cas. Moi, ce sont les arbitres. Et je l'ai dit, je n'ai pas la puissance de corrompre 236 arbitres. Pas vous, ouais. mais bon. Oui, pas moi, mais attends. Comment est-ce qu'on fait pour corrompre 236 arbitres pour quand faire on un gagne choix? 400 000 euros par mois, 400 000 euros. je donne un exemple. Hein. Quand on gagne beaucoup d'argent par mois, c'est peut-être lorsque mes petits-enfants pratiqueront l'arbitrage en Côte d'Ivoire. Comment vous voyez l'avenir, en tout cas, de votre groupe d'opposants, parce que vous avez parlé d'opposition, après l'élection? Actuellement, on est légitime par rapport à nos statuts. Et après l'élection? Après l'élection, naturellement, on va mettre en place des groupes de travail qui vont rassembler toutes les obédiences. Parce que chez nous, il y a des jeunes, il y a des sages, des anciens. Il y a des sages, mais parmi les anciens, il y a des sages. Des personnes qui ont arrêté l'arbitrage il y a 30, 40 ans en arrière, qui sont encore là. Hein? J'avais même voulu présenter les différents bureaux des personnes. Malheureusement, c'est vrai qu'on a pas beaucoup. C'est pour vous dire que toutes ces personnes-là vont contribuer à changer l'image. Et si ces personnes-là mettent un peu dans ce que nous allons entreprendre, on va retrouver notre harmonie. Mais et ceux qui sont toujours avec Koulibaly Souleymane, comment vous allez les convaincre? Vous savez, au niveau de l'arbitrage, l'approche est très facile. Et je l'ai dit, ce ne sont qu'une partie, c'est les élections. Quand ça finira, on va s'asseoir, on parlera. Je comprends bien que toi, tu soutenais l'autre, mais tu as dit ça, c'est pas bien. Voilà. Mais on est maintenant dans notre famille. Qu'est-ce qu'on fait pour s'entendre? On va trouver des solutions. En tout cas, on aime bien conclure ici avec des notes d'optimisme. On espère simplement que la paix reviendra au niveau du monde des hommes en noir, des arbitres. C'est nous qui la cultivons le mieux. Vous savez, sur les terrains, quel est celui-là qui est le plus vilipendé, qui est le plus insulté? Mais quand même, on retrouve notre calme olympien. Et on se La commission électorale, pour terminer vraiment, la commission électorale indépendante, la commission électorale va prononcer sa décision quand? Je ne peux pas dire à leur place quand est-ce qu'ils se réunissent. Pour l'instant, ils sont encore en réflexion. Mais avant il n'y a pas encore de date. Ce qui est sûr, il y a une date de dépôt des élections qui a été donnée, du 20 au 1er. Oui. Je pense qu'après cette date-là, ils vont s'asseoir pour statuer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce Boris. plateau. Merci à vous, mesdames et monsieur Serge Kouachi, c'est pas pourquoi je dis tout le temps comme ça. En tout cas, nous avons été très heureux d'être en votre compagnie, de partager ces 52 minutes. Rendez-vous demain sur ce même plateau à la même heure, sur ce même canal. D'ici là, que Dieu vous garde.